Notre univers a été créé par une explosion originelle. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de chimie. Il faisait beaucoup trop chaud, la température était trop élevée, et l'univers s'est alors refroidi très rapidement. Mais au début, pas de chimie, c'était l'âge de la physique. Des particules se sont formées lorsque l'univers s'est refroidi. Ces particules ont commencé à constituer des atomes. Et à partir de là, environ vers 300 000 ans, la chimie a à peu près commencé à cet endroit-là. C'est l'âge de la chimie qui commence. Cette chimie s'est développée dans l'univers. Des assemblages, qu'on appelle des molécules, de plus en plus complexes se sont formés et se sont agrégés. On finit par constituer des membranes, des compartiments, puis on donnait des cellules primitives. Est apparue une propriété très importante qu'on appelle la vie. La vie sur Terre a à peu près commencé à cet endroit-là, c'est l'âge de la biologie. Mais il se trouve au moins que sur notre planète, l'univers a continué à évoluer et a produit une propriété, en gros, j'estime personnellement beaucoup plus importante que la vie elle-même, la pensée. C'est en gros des étapes vers la vie. Nous n'y sommes pas au bout. Nous n'arrivons pas, nous ne savons pas encore comment l'ensemble s'est fait, mais un grand nombre de ces différentes étapes ont été élucidées. Alors une première remarque peut-être, mais que j'aime bien faire en général, c'est que l'écran s'arrête ici. Hein. Ça c'est le bout de l'écran. Mais l'histoire de l'univers ne va pas s'arrêter là. Et ça va continuer à évoluer. Et quand il y a des gens autour de nous qui disent « Ah, on va tout stopper », c'est de la rigolade. Ça ne stoppera pas et l'univers n'en a rien à faire que nous soyons, nous, sur la planète Terre. L'univers va continuer à évoluer. Et puis à nous maintenant de savoir ce qu'on va en faire de cette évolution. Alors, cette évolution de la matière, on peut essayer de la caractériser d'une certaine façon, par exemple des paramètres comme complexité, information, en fonction du temps. Au début, la matière était divisée, comme je l'ai déjà dit, et s'est condensée, formation d'atomes, formation de molécules, formation d'agrégats de molécules. Elle est devenue organisée de plus en plus, devenue vivante. La matière s'est mise à penser. Par-delà, on ne sait pas. Mais on ne peut pas éliminer l'idée, la possibilité qu'il y ait quelque chose de plus complexe encore que la pensée que nous connaissons. Mais il est très difficile de penser par-delà sa propre pensée. Voilà donc en gros, et c'est évidemment extrêmement simple, schématique, comment la matière a évolué dans sa complexité vers de la matière de plus en plus complexe. Une question se pose encore, une très grande question doit être posée alors. Du moins, j'estime que la grande question, c'est comment la matière devient-elle complexe? Comment peut-on imaginer qu'on est parti de particules élémentaires et on aboutit à un organisme pensant? Pour ce faire, les humains, l'humanité, a créé ce que nous appelons la science, pour essayer de répondre à cette question. Je voudrais juste distinguer 3 domaines, et je m'excuse auprès des spécialistes des autres domaines. La physique s'occupe des lois de base de l'univers, les lois dont tout dépend, tout. La biologie s'occupe des règles de la vie, ce ne sont pas des lois, ce sont des règles, c'est la façon dont ça fonctionne. Quelle est la mission de la chimie? Très importante, établir le pont entre les deux. Comment peut-on passer de lois générales à une expression particulière de ces lois, telle que celle que nous connaissons, qui est la nôtre, sur la planète Terre? Comment est-ce qu'on est passé? Quelles sont les étapes qui permettent de passer à une spécificité, comme un organisme pensant, sur la planète Terre? Alors cette question, en fait, il y a un mot qui y répond. Ah, vous me dites, oui, si on savait la réponse à la question, ce serait dans tous les magazines, dans tous les journaux. Oui, mais je peux vous proposer un nom, un mot, mais qui ne dit pas comment ça s'est arrivé, comment c'est arrivé là. Cette réponse, c'est l'auto-organisation. Ça veut tout simplement tout dire et rien dire. Ça s'est fait sur la base des lois de notre univers.
Notre univers a cette propriété de s'auto-organiser. Et si on veut aller un pas plus loin, on peut même dire que c'est un impératif cosmique de notre univers. Qu'en fait, ce n'est pas un accident, mais c'est une propriété. Et l'un de mes collègues, Christian Deduve, que les biologistes connaissent bien ici, a écrit un livre là-dessus, sur Poussière de vie, s'appelle, qui a comme sous-titre « La vie est un impératif de notre univers ». C'est assez philosophique, on peut le discuter, mais c'est ma propre conviction. Alors cette auto-organisation, tant que les physiciens ne nous ont pas donné une réponse par une théorie unique, il faut encore la regarder de deux façons. Il y a d'une part l'organisation de l'univers par les forces gravitationnelles qui ont agi, me disent les cosmologistes, sur les inhomogénéités initiales après le Big Bang, et inhomogénéité en densité de matière et en vitesse d'expansion. Les forces gravitationnelles agissant là-dessus ont donné naissance aux étoiles, aux galaxies, etc. Mais ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Cette structure cosmique est une partie, mais il y a aussi ce qui nous intéresse, c'est la structure de la matière moléculaire. La structuration de cette matière s'est effectuée par l'action des forces électromagnétiques sur les objets qui constituent la matière, qui en ont fait des combinaisons structurales aléatoires et qui ont évolué d'une certaine façon. Pour la thermodynamique, on dirait celles qui sont thermodynamiquement les plus favorables et qui ont conduit à une évolution. Je voudrais aussi ajouter que, en ce qui concerne la matière elle-même, pour l'instant, nous ne connaissons que 5% de cette matière. Il y a 95% de matière noire et d'énergie noire. J'attends que les cosmologistes nous disent de quoi il en retourne. Mais, comme j'aime bien le dire en anglais, notre matière, c'est la matière moléculaire, c'est « matter that matters ». C'est celle qui est pour nous. Celle qui nous permet d'ailleurs de poser les questions dont nous parlons ce soir. Et c'est celle de la matière organisée, vivante et pensante. Cette complexification de la matière, en fait, est une sorte d'évolution pré-darwinienne, je dirais même beaucoup plus large que darwinienne, parce que l'évolution darwinienne a commencé avec l'évolution des organismes vivants, mais avant qu'il y ait cette évolution biologique, il fallait bien qu'il y ait une évolution progressive vers quelque chose de plus en plus complexe, et on peut difficilement s'imaginer qu'on part d'une particule élémentaire et qu'on saute tout de suite à un organisme vivant. Donc il y a eu une évolution qui n'avait rien à voir avec la vie, qui était simplement le résultat de la façon dont fonctionne notre univers. Je dirais même d'ailleurs que même l'évolution darwinienne est une évolution chimique, parce que s'il y a une évolution darwinienne, c'est parce qu'il y a des mutations, et ces mutations sont sur des bases chimiques, comme on verra un peu plus tard. La chimie, on la définit en général comme étant la science de la structure et de la transformation de la matière, qu'elle soit vivante ou non vivante. Je vais, dans un instant, vous dire qu'il y a une troisième propriété importante, et vous dire aussi que si je suis chimiste, c'est à cause de la transformation de la matière. Quand j'avais un âge où on commence à s'intéresser aux sciences, je faisais des manips à la maison de mes parents. Et bien, quand j'ai vu un jour qu'on pouvait fabriquer des molécules différentes à partir de molécules initiales, je me suis dit, c'est incroyable, c'est fantastique, c'est prométhéen. Ça m'a fait devenir chimiste. Alors, un tout petit peu d'histoire. Il y a 2500 ans à peu près, des personnes se sont posé cette question, probablement auparavant aussi, et beaucoup de fois d'ici, de ces 2500 ans jusqu'à maintenant. Il y avait en Grèce des gens qu'on appelait des philosophes, scientifiques, ils étaient tout à l'époque, ils pouvaient tout être, heureusement, c'était une belle époque. Empédocle qui a proposé que la matière était faite de 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau, la terre, dont les combinaisons donnaient des propriétés. Le feu, l'air, c'était le chaud, l'air, l'eau, c'était humide, l'eau, la terre, c'était froid, la terre et le feu, c'était sec. C'est un peu schématique, primitif, mais c'est un début.
Mais à la même époque, il y avait quelqu'un qui avait vu beaucoup plus correct, beaucoup plus profonde, Démocrite. Il a proposé que la matière était formée de particules qu'on ne pouvait pas diviser en plus petites particules. Atomos, les atomes. Alors on peut se dire, oui, est-ce qu'il a découvert les atomes? Certainement pas. Il n'a pas découvert les atomes. En science, on a une idée, il faut prouver qu'elle est correcte. Mais il semblerait qu'il a quand même basé cette idée sur des observations. Et je peux vous en donner une qui n'est sans doute pas celle que lui a faite, mais qui est très simple et que je recommande en général quand je fais des conférences générales de ce type, en disant, voilà, vous pouvez aller dans la rue et convaincre n'importe qui que la matière est faite de particules. Comment? Vous prenez un verre d'eau, vous prenez un bout de sucre, vous le mettez dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il se dissout. Si la matière était continue, ça ne pourrait pas se mélanger de cette façon-là. Donc la matière est discontinue. Je crois que c'est assez convaincant. Alors les chimistes ont continué à explorer depuis Empédocle et Démocrite, à explorer la matière, à essayer de voir de quoi elle est faite. Et ils ont accumulé ce qu'on appelle des éléments. Et ces éléments ont constitué une espèce de zoo un peu chaotique, dont on ne savait pas très bien quoi en faire, jusqu'au milieu du XIXe siècle, où un certain nombre de chimistes, dont le principal Dmitri Mendeleïev, lui a proposé que tous ces éléments qu'on avait découverts, qui avaient l'air d'être pas organisés du tout, en fait, on pouvait les ranger dans une table. Et cette table, c'est-à-dire cette organisation qu'on pouvait donner aux éléments, là voilà, la première publication de Mendeleïev, Zeitschrift für Chemie, en 1869. Je vous signale que l'année prochaine, en 2019, c'est le 150e anniversaire de ce qu'on appelle maintenant le tableau périodique des éléments, et l'année est placée aussi sous le signe du tableau périodique. Alors je voudrais vous faire remarquer quand même quelque chose. Chaque fois que je vois ça, je suis en admiration. D'une part, parce que Mendeleïev a ici, voilà le tableau qu'il avait proposé en 1869, dans cet article, sur les relations entre les propriétés et les poids atomiques des éléments. Il a rangé d'après les propriétés, en ligne et en colonne. Et vous voyez là des lignes, par exemple des colonnes, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, une ligne. Vous avez différentes organisations ici. Et à certains endroits, il y a des points d'interrogation. Ça, c'était très important parce que Mendeleïev non seulement a organisé les choses, mais il a vu des trous. Et il a dit, un jour, on va découvrir l'élément qui manque. Et évidemment, il a été trouvé. C'est ce qu'on appelle maintenant le tableau périodique des éléments. Et il devrait y en avoir un dans cette salle, vous allez voir pourquoi. Le voilà de nos jours. Il pourrait être plus beau que ça c'est juste très schématique. Mais ce tableau périodique des éléments que vous voyez là, sous vos yeux, représente les éléments de la matière qui nous fait, de la matière visible. Et, chose importante, ce tableau est complet. J'insiste sur ça. Il ne peut pas y avoir d'autres éléments. Évidemment, il y a des éléments artificiels qu'on crée dans les accélérateurs, etc. par là, mais le reste, le tableau est complet. Pourquoi ne peut-on pas en mettre d'autres? Et moi, ça me gêne, c'est un peu dogmatique, hein, mais la science n'est pas dogmatique. Ça me gêne parce que, bon, on ne peut vraiment pas trouver d'endroit où insérer quelque chose. Et pourquoi? Tout simplement parce que, comme mes confrères mathématiciens le savent fort bien, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a rien entre 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4, 4 à 5. Et puis ici, on compte, on fait la même chose. Hydrogène, un proton, un électron. Hélium 2, lithium 3, périum 4, etc. Je ne parle pas des isotopes, mais je compte simplement les protons et les électrons. Donc c'est plein. Ce qui veut dire que partout dans notre univers, à des millions ou des milliards d'années-lumière, c'est la même chose. Là, vous vous rendez compte? Vous êtes assis dans cette salle, vous regardez ce tableau, et vous vous dites, au bout de l'univers, s'il y a de la matière visible, c'est la même. Hein? Moi, je trouve, quand on est un peu déprimé après une manip qui ne marche pas, on regarde le tableau, et on s'est dit, ah, quand même, on a fait quelque chose. Voilà donc un parcours extrêmement réduit et très, très parcellaire de la chimie telle qu'elle s'est construite, mais on peut dire que, bon, de l'atome, on a passé à construire des molécules,
et ça a permis d'édifier la chimie moléculaire. Cette chimie moléculaire qui utilise l'aptitude des atomes à se connecter fortement par des liaisons que les chimistes appellent covalentes, dans le jargon des chimistes, et qui sont des connexions très fortes qui tiennent les atomes ensemble. Bon, les chimistes vous diront, il y en a aussi qui sont très, très, très faibles, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, quelques jalons. En 1828, un chimiste allemand, Wöhler, a produit l'urée en laboratoire. Il a obtenu cette urée en partant d'une substance, le cyanate d'ammonium, qui, lui, est une substance dite inorganique, minérale, qui ne se trouve pas dans un organisme vivant, alors que l'urée est contenue dans des organismes vivants, dans l'urine. Or, à l'époque, on pensait qu'on ne pouvait pas, artificiellement, dans un laboratoire, fabriquer une molécule contenue dans un organisme vivant sans l'aide d'une force magique, de la force vitale. Et évidemment, c'était une conception un peu métaphysique. Wöhler, en synthétisant, en produisant de l'urée à partir du cyanate d'ammonium, a montré qu'il n'y avait pas de force vitale et que tout ça, c'était un ensemble moléculaire, c'était de la chimie. C'était très important, d'ailleurs Wöhler était parfaitement conscient de ça parce qu'il a écrit à Berzelius à l'époque une fameuse lettre où il disait « J'ai réussi à fabriquer de l'urée à partir de cyanate d'ammonium sans l'aide d'aucun organisme, qu'il soit chien ou homme. » Quelque chose de ce genre-là, je paraphrase un peu. Mais il était bien conscient, et vous voyez, ça c'est un truc très important parce que c'est un progrès scientifique, pour l'instant, qui actuellement a l'air assez simple, a conduit quand même à une autre perception, je dirais, métaphysique. Il n'y a pas de force vitale, il y a une continuité entre la matière non vivante et la matière vivante. Information moléculaire. Le processus le plus important, il est facile à trouver, c'est celui-là. Le stockage de l'information moléculaire qui fait le génome des organismes vivants. Si un chimiste regarde ça, il se dit bah, « c'est trivial ce truc-là, c'est trivial. Qu'est-ce que c'est » bah, il y a une longue chaîne avec des trucs ressentis simples, des sucres, il y a des phosphates qui les lient, bon, so what. Et puis, mais il y a alors 4 groupements chimiques, simples eux aussi, qui ont, dans l'argot des chimistes, dans le jargon des chimistes, ont des noms. Adénine, guanine, thymine, cytosine, ça aurait pu être autre chose, mais c'est ça qui a été utilisé, donc A, G, T, C. Ces groupements chimiques sont très simples. Pour un chimiste, c'est trivial. Par rapport à la vitamine B12, c'est rien du point de vue complexité. Et pourtant, ce sont ces 4 lettres qui écrivent le génome de tous les organismes vivants, qui font la différence entre une tomate et un éléphant. C'est quand même pas négligeable. Donc, il y a ces 4 lettres. Alors, on peut se poser la question, pourquoi 4 et pas plus? On peut revenir là-dessus un peu plus tard. Oh, je peux le dire tout de suite. Pourquoi 4? Eh bien, d'une part, parce que c'est suffisant. 4, c'est suffisant. Parce que, vous allez voir, c'est aussi une façon de lire cette information. Et avoir plus que 4 lettres, comme certains chimistes sont en train de le faire, d'introduire dans les organismes vivants des lettres supplémentaires, peut-être qu'au cours de l'évolution, ça a été essayé, très probablement ça a été essayé, mais c'est sans doute assez chaotique, ça donnait plus de possibilités, plus de combinaisons, et que c'était peut-être pas si fiable que juste 4. Et 4, c'est suffisant. Et d'ailleurs, l'évolution s'est très souvent arrêtée quand c'était assez pour aller un pas plus loin. Alors, regardons quand même une de ces lettres. Regardons l'adénine. L'adénine, en fait, c'est quelque chose de chimiquement extrêmement simple. C'est un polymère, un pentamère. C'est 5 molécules de HCN, acide cyanhydrique, qui se trouvent dans l'espace interstellaire, qui, combinées, forment l'adénine. Si vous comptez là, il y a 5 carbones, il y a 5 azotes. Alors HCN, bon, c'est un peu réarrangé, mais c'est 5 HCN. Donc, cette première lettre qui fait le génome des organismes vivants, du moins sur notre planète, cette lettre vient simplement d'une combinaison de 5 HCN. Vous rajoutez un peu d'eau, vous pouvez faire la guanine, vous pouvez ensuite faire la cytosine, vous pouvez en faire la thymine. Donc, c'est de la chimie simple. Je ne vous parle pas de ce qu'il y a en dessous, les protéines, c'est un peu plus compliqué. Alors, maintenant, on voit comment une information est stockée, mais ça ne suffit pas, il faut la lire. Et cette lecture est aussi extrêmement simple. Il se trouve que l'adénine
peut interagir avec la thymine, pour une racine et une modification simple, par deux interactions, représentées par ces petits points. La guanine et la cytosine peuvent s'associer par 3 interactions. C'est un système binaire. Dans les ordinateurs, vous avez 0,1, 0,1, 0,1, il y a du courant qui passe, il y a du courant qui ne passe pas. Ici, vous avez 2,3, 2,3, 2,3. C'est la façon la plus simple de lire. Donc, effectivement, il suffit de 4 pour faire 2 paires. Et avec ça, on fait le génome, le stockage et la lecture chez les organismes vivants. Je sais bien que la biologie du développement, ça devient de plus en plus compliqué après, mais c'est la base. Donc, on peut prétendre, et je suis prêt à le prétendre, que la chimie n'est pas simplement une science de la structure et de la transformation de la matière, mais c'est une science de la matière informée. Le stockage est au niveau de la molécule, et le traitement de cette information, c'est au niveau de l'association entre molécules. Le traitement est supramoléculaire. Le plus simple de ces traitements, c'est ce que nous venons de voir, 2,3, 2,3, 2,3. Les interactions entre des molécules biologiques compliquées sont évidemment beaucoup plus compliquées aussi. Alors, retour chez nos amis les Grecs. Ils avaient une mythologie, et notamment, il y a l'un des dieux, Prométhée, qui a volé aux dieux le feu de la connaissance, il l'a donné à l'humanité. Vous la voyez là courir, s'échapper, et regardant par-dessus son épaule pour voir si les autres sont pas en train de le poursuivre pour le rattraper. Mais ils n'ont pas réussi à le rattraper, et il a donné ce feu de la connaissance à l'humanité. Mais nous ne pouvons pas le rendre. Voilà, nous pouvons montrer ce feu de la connaissance qui nous anime tous, mais nous ne pouvons pas le rendre. Il faut vivre avec. Vous ne pouvez pas simplement gommer ce que vous savez, à moins de détruire toute la planète. Ça, c'est une solution. C'est peut-être pas la meilleure. Donc, il faut vivre avec. Nous ne pouvons pas le rendre, et ça va continuer. Puisque notre chemin va nous mener et nous mène de la quête de la connaissance, et ensuite, évidemment, au contrôle de notre destinée. Ce ne sera plus l'évolution darwinienne, c'est nous qui la ferons. Grâce à la science, nous saurons. Et pour ceux qui sont en passe de devenir des scientifiques, la science façonne le futur de l'humanité. Participer.